la chaîne qui donne envie d'aller. Soyez les bienvenus, nous sommes dans Réussir le 16 février 2018 en compagnie des alternants réseau gaz du CFA BTP de Saint-Herblain. Merci d'être avec nous. Dernière partie de cette émission consacrée à la discussion, au débat. Tous les alternants, tous les intervieweurs et puis nos trois invités nous ont rejoints. Audrey Catherine, André Rodriguez et Olivier Leclerc. Cette émission sera conclue par Joël Vibert tout à l'heure, notre grand témoin spécialiste de l'accompagnement. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut être accompagné. Oui, mais pourquoi et pour viser quoi? Est-ce qu'on peut accompagner tous les projets de vie et où s'arrête l'accompagnement personnel, où commence l'accompagnement professionnel? Si les objectifs de la personne semblent irréalistes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on se tait? Si ils ne sont pas en lien par exemple avec le marché. Ça ressemblerait à quoi être mal accompagné? Et puis est-ce qu'une personne peut s'auto-accompagner? On va voir ça avec nos invités. D'abord, Amaury qui est là. Amaury, on va peut-être parler un petit peu de votre parcours si vous voulez bien, oui, pour nous dire comment est-ce que... Et puis on a la chance en plus d'avoir des parcours très variés grâce à vos expériences différentes avec certains qui ont travaillé d'abord dans des entreprises avant de venir se former au CFA BTP. Vous, votre parcours en troisième, il démarre avec pas vraiment d'idée précise de ce que vous vouliez faire. Le néant, c'est ça, ouais. Je ne savais pas trop quoi faire. C'est grâce à la physique, au fait, en troisième, que j'ai pu découvrir l'électrotechnique. Donc je me suis un peu mis par hasard dans cette branche-là et fil en aiguille, je suis parti vers le froid et aujourd'hui GRDF. Vous avez choisi le moins pire dans un premier temps? Non, j'ai pas choisi le moins pire, j'ai pris... Vous avez pris ce que vous avez trouvé? C'est ça, voilà, ouais. Ce qui me plaisait sur le moment, voilà, l'électrotechnique. L'électrotechnique avec donc aujourd'hui une filière dans laquelle vous vous retrouvez bien, beaucoup Non, je fais plus d'électrotechnique, mais je fais du dépannage, du SAV, donc du coup c'est un peu le même métier, on va dire, service au client, quoi, faire du SAV. Quoi. Vous dites que vous avez été accompagné notamment par un prof de physique. Oui. Ouais. J'ai pas été accompagné, c'est la troisième, en quatrième, troisième, on fait des petits tests de physique, on joue un peu avec l'électricité, au fait, c'est ça qui m'a fait découvrir l'électricité. Donc je peux dire que c'est quand même mon prof de sciences physiques qui m'a un peu accompagé. Qui vous a encouragé à toucher à tout? Oui, voilà, c'est ça, encouragé, accompagné à toucher à tout. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de l'accompagnement que vous avez eu au cours de votre parcours? J'en ai pas beaucoup eu, donc c'est pour ça, moi je suis pour l'auto-accompagnement, mais la preuve c'est on va en parler tout à l'heure. Oui. De l'auto-accompagnement. Solène, vous, en troisième, vous voulez devenir ingénieur du son, voilà, à la place de Rodolphe. Voilà, c'est ça. Je suis jalouse. Et un jour, vous aurez sa place, hein? Peut-être. Oui. Peut-être pas. En poussant dans les escaliers avec un peu de chance. Non, et voilà, en fait, je voulais être ingé son et on m'a dit en fait non, parce que j'avais pas la moyenne, j'avais pas la note qui suivait pour aller dans cette filière-là. Donc du coup, on m'a envoyé en génie électronique, ce qui m'a permis de découvrir un intérêt pour le bricolage, les assemblages, travailler avec mes mains et tout. Et vous aviez besoin de travailler avec vos mains, ouais, ou vous aviez besoin d'action tout court? En fait, j'ai besoin d'être concentré en fait sur quelque chose en particulier et de le faire du début à la fin en fait. C'est vraiment cette notion de pouvoir faire un projet du début à la fin. Donc pour l'électronique par exemple, ça va être faire la carte, les composants, le programme, toutes ces choses-là. Et après je voulais me diriger vers un BTS en alternance, en maintenance industrielle, sauf que j'avais pas pu trouver de patron. Et à cette époque-là, il a fallu que je trouve un travail très vite. Donc du coup, vu que j'avais pas trouvé de contrat en alternance, je me suis mise sur le marché du travail. Et le premier secteur qui m'a répondu, c'est l'hôtellerie. Donc j'en ai fait pendant 7 ans. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que c'est vraiment pas un métier dans lequel on peut vraiment s'épanouir. Ah non, pas du tout. Vous dites, vous, que l'accompagnement, ça a été proche du néant pour vous? Ça a été proche du néant, en fait. C'est un jour, je me suis dit non, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ma claque, je vais jamais aller nulle part dans ce secteur-là. On peut pas m'aider? C'est pas vraiment, on peut pas m'aider, c'est vraiment, je me suis dit, j'avais envie de un peu tout foutre par terre. C'est-à-dire j'avais juste envie de donner ma démission, de partir. Ouais. C'était vraiment aussi le contexte de l'entreprise dans laquelle j'étais était vraiment pas bon. Du tout, il n'y avait pas d'encadrement au niveau des patrons. C'était vraiment. Vous n'étiez pas non plus accompagné dans l'entreprise? Ah non, pas du tout. Vous auriez attendu quoi? Vous auriez souhaité quoi? Participer au comité de direction comme chez Defwest? Non, c'est pas spécialement ça, c'est surtout les patrons qui avaient ils n'avaient pas le recul sur les répercussions que notre travail avait en fait.
Quand on avait besoin de matériel, ben, on ne l'avait pas, ils s'en foutaient, c'était vous devez faire ce que votre boulot, on s'en fout que ça vous plaît pas, enfin en gros c'est démerdez-vous un petit peu. Et puis un jour vous participez à un forum de l'emploi, un petit peu comme celui qu'on connaît bien ici à Atlantis. En fait, j'ai réussi à faire un forum de type place à l'emploi. Non, c'est pas vraiment comme ça, c'est qu'en fait j'ai fait une rupture conventionnelle. Et du coup, donc, je me suis inscrite au chômage et Pôle emploi m'avait envoyé un mail en me disant qu'il y avait un forum des métiers de l'industrie qui se tenait à Bougnay. Et donc j'y suis allée un peu, je ne savais pas ce que j'allais trouver, vraiment, je n'avais pas trop d'idées de là où je voulais. J'ai plein de domaines qui m'intéressent, mais j'en avais aucun où je me disais, tiens, je veux faire ça toute ma vie, voilà quoi. Et c'est là que je suis tombée donc, sur le stand de GRDF qui recrutait. Et là, tout a basculé. Tout a basculé, exactement. Donc il y a eu le recrutement. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette filière technicien réseau gaz ? Le fait qu'on a vraiment l'impression que ce qu'on fait, ça a vraiment une importance, en fait. C'est vraiment le fait aussi d'avoir la responsabilité, parce que on travaille quand même avec quelque chose de potentiellement dangereux. Faut pas se mentir. Et le fait qu'on nous laisse quand même vraiment saisir toute l'importance de ce qu'on fait, qu'il y a aussi beaucoup de diversité dans les opérations aussi. C'est pas tous les jours la même chose, on n'a pas l'impression de revivre la même journée en permanence, en fait. Que le même chantier, il peut avoir une configuration totalement différente alors qu'on est censé faire la même chose. Du changement, de la diversité, c'est voilà. Ça qui fait qu'André, on a besoin peut-être de monter sa boîte. Et approchez-vous du micro, collez-vous même au micro. Oui, je me colle. Non, je pense que c'est une bonne approche parce qu'il faut être curieux. Ok, peut-être que... On va relever le micro un peu. Voilà. On va y arriver. Peut-être que tu finiras pas ta carrière dans ce milieu-là, mais au moins tu auras vu un certain nombre de choses et tu pourras faire des choix. C'est ça. Et ça, c'est ça le plus important. Et puis, il y a le côté aussi équipe, il y a le côté donc, côtoyer un certain nombre de choses, de ne pas rester tout seul dans sa bulle. Exactement. Et de voir donc, un certain nombre de gens qui vont dans des différentes orientations. Et après, tu feras ton choix tout seul, dans une voie. Et puis même au sein de cette boîte, il y a beaucoup de métiers en fait. Il n'y a pas que on est dans la fouille ou il n'y a pas que les techniciens. Il y a énormément de diversité de métiers. Il y a aussi le moyen d'évoluer aussi si on en a l'envie et la motivation. Donc c'est un deuxième facteur qui fait que je me sens si bien dans cette entreprise. Puis quand j'entends ton témoignage, il y a quelque chose qui me marque aussi, c'est ton courage. Ta capacité à t'écouter. Tu vois, à la fin de l'hôtellerie, tu t'es dit c'est pas ma voie. Et te dire basta, je fais autre chose. Donc, je pense que dans notre parcours, s'il y a quelque chose à retenir aussi, c'est s'écouter. Tu en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut. Parfois c'est simple et parfois c'est très compliqué. Mais tu as eu ce courage-là, un moment d'orientation, de bifurquer. Mais ça et aussi le fait que je sentais vraiment que je commençais vraiment à pas bien aller. Quoi. Ça se ressentait vachement et puis j'ai eu ce déclic. En fait, j'ai dû attendre que mon fils soit à l'école toute la journée. C'est aussi ça qui a fait que j'ai dû attendre autant de temps avant de pouvoir faire une reconversion professionnelle. J'ai dû attendre que mon fils soit toute la journée à l'école. Et dès qu'il y était, c'est bon, je suis partie et j'ai entamé autre chose. Olivier, ça coûte cher aux entreprises ça, de motiver des personnes qui n'ont plus la forme, n'ont plus l'énergie suffisante. Comment est-ce que vous faites, vous, pour repérer cette baisse d'énergie qui parfois, tout simplement, est l'expression d'un besoin de variété, de diversité ? Déjà, il faut être attentif aux signaux qui font dire que le collaborateur baisse en énergie. Ce sont ce qu'on appelle des signes de démotivation. Ce sont des changements de comportement. C'est par exemple quelqu'un qui arrive toujours 10 minutes avant pour prendre le café avec ses collègues, qui arrive un peu plus tard. Quelqu'un qui s'habille tout le temps super clean et qui dégrade un peu son habillement ou des choses comme ça. C'est des petits signaux. Des signaux faibles. Des petits signaux faibles en fait. Ce que j'appelle des signes de démotivation. Et là, il faut que le manager il soit vraiment très vigilant par rapport à ça. Et en aucun cas être blessant ou t'as vu à quelle heure t'arrives, etc. Non. Mais se dire qu'est-ce qui se passe. Tiens, viens, on va se prendre un café puis on va discuter. Ça, c'est plutôt le réflexe, la vanne. Ah ouais, mais le côté blessant dont vous parliez. Alors, dis donc, c'est ce que j'appelle les jeux psychologiques. C'est dévastateur en entreprise. Non, il faut parler sérieusement. Peut-être que la personne a un problème personnel. Il faut être en capacité, nous, managers, de l'écouter. Donc là, on prend du recul, on se pose, on discute. Et comment moi, manager, je peux t'aider à faire ton métier. C'est pour moi ce qui se passe, c'est que l'entreprise où j'étais, justement, les encadrants n'avaient pas du tout cette approche-là. En fait, ils dirigeaient la boîte, mais en gros, c'était les employés la font tourner, on n'est pas là, quoi. Donc il y avait zéro encadrement, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il n'y a personne qui va m'aider, il faut que je me prenne par la main, sinon il n'y a rien qui va changer, en fait. Ça, c'est dramatique dans une boîte. Donc ça coûte pas cher, en fait. C'est simplement avoir ce réflexe d'écouter l'autre, d'avoir une écoute active et puis d'essayer de se mettre à sa place, l'empathie. Et puis comment moi je peux t'aider.
Et j'ai un bel exemple là-dessus, c'est un collaborateur qui était en difficulté personnelle, mais grave. Problème d'alcool, il était au fond du trou. Bon, moi j'étais directeur commercial, c'était un commercial, et j'arrive à le voir quand même, hein, parce qu'il venait plus au boulot, c'était compliqué. Et je lui dis, William, si c'est le boulot qui te met dans cet état pareil, on va arrêter, parce que rien ne vaut que tu te mettes dans un état pareil. En revanche, si tu as un problème personnel et que le boulot peut t'aider, on se tape dans la main et on va y aller ensemble. Aujourd'hui, c'est mon manager commercial. Il est marié, il a 2 enfants, il a sa maison, il fait un chiffre incroyable, il est bien dans ses baskets, c'est un manager qui progresse comme ça, et super. Et moi, à titre perso, j'y étais pas pour grand-chose, simplement à un moment, peut-être au bon moment, lui tendre la main et parler d'être humain à être humain. Et est-ce que c'est à l'entreprise, remarquable exemple quand même, qui mérite quand même d'être salué, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit forcément la panacée de trouver des managers, des dirigeants qui peuvent être à l'écoute des besoins personnels, en tout cas de l'expression des besoins personnels des collaborateurs. Est-ce que c'est le rôle, selon vous, je voudrais vous entendre vous exprimer, de l'entreprise, y compris d'avoir un regard bienveillant sur cette dimension personnelle que constitue, par exemple, l'expression d'un problème d'alcool? Qui veut réagir? Audrey, Catherine? Moi, effectivement, je pense que après, ça dépend vraiment du dirigeant, de sa sensibilité. Si le dirigeant est convaincu que si en accompagnant ses équipes et les personnes, ou en tout cas voilà, en leur permettant de mieux se connaître, de mettre le doigt sur plus leurs talents voilà, Qu'est-ce que vous conseillez aux dirigeants d'entreprise, aux managers justement, qui constatent que tiens, il y a une démotivation chez un certain nombre de leurs collaborateurs, outre le fait de faire appel à un coach? Effectivement, faut être affûté, quoi. Faut être à l'écoute, faut être présent, faut observer, faut être là pour pouvoir. C'est cette prise de hauteur, je pense, qui permet de détecter des comportements des gens qui sont pas bien, quoi. Donc voilà, après être accompagné, oui, ça peut aussi être une solution. Solène nous parlait de lieux uniques, d'endroits idéal où on peut retrouver l'ensemble des questions qu'on peut se poser sur son parcours professionnel et personnel. On va ouvrir un débat avec le Club des pour et le Club des contre. Donc vous êtes pour, en fait, hein, Greg, hein? C'est ça. Je crois que vous étiez contre, mais non. Baptiste et Vanessa sont contre les lieux uniques. D'abord, les pour, on vous a entendu, Solène tout à l'heure. Greg, pourquoi réunir l'ensemble des acteurs sous un même toit, dans un même lieu, dans un forum, par exemple, ou ici, par exemple, avec la présence de Cap Réussite? Je pense que le fait qu'on puisse tout retrouver pour accomplir son projet professionnel sous le même endroit permet peut-être de gagner du temps et d'être plus efficace dans ses démarches et ses recherches. Bon, ça permet d'être plus efficace. Les contre, Baptiste, Vanessa? Oui, vous êtes contre, hein? Oui, ça permet. C'est peut-être pratique, mais disons qu'après c'est là qu'on fait des gens qui sont assistés et c'est de l'assistanat en fait. Ouais, c'est pas faciliter les démarches en fait. Tout ça sans une seule fiche sous les yeux, un chapeau. Bon, enfin, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Mais je pense qu'après, il faut aller au-delà de la notion de c'est pour, je sais pas, les FEL ou les cassos ou je sais pas quoi. C'est qu'à un moment donné, les personnes dans leur vie personnelle et professionnelle peuvent être complètement perdues et ont besoin justement peut-être de soutien et d'accompagnement pour pouvoir accéder à un projet qu'ils ont peut-être déjà défini, ou alors des projets qui n'ont pas encore connaissance aujourd'hui, ils ne savent pas trop encore où est-ce qu'ils veulent aller. Ah oui. Et le fait de pouvoir avoir justement toutes ces structures qui elles-mêmes structurées pour pouvoir aider justement les personnes à aller au-delà de ce qu'ils souhaitent. On n'est pas contre l'accompagnement, ce que je veux dire c'est que tu peux te faire accompagner mais pas forcément dans un même lieu, c'est ce que je te dis, c'est que tu peux te faire pousser par plusieurs personnes à plusieurs endroits et pas forcément poser tes fesses à un endroit et attendre que tout te tombe dans le bec. C'est pas du tout ça le principe d'avoir tout qui est réuni au même endroit. C'est vraiment, c'est toi qui est, comme tu dis, le cul sur une chaise, attendre que tout ça se passe. C'est la personne qui se déplace dans un lieu où justement tout est réuni pour justement faciliter peut-être sa prise de décision et son choix. Oui, mais les personnes peuvent peut-être s'y perdre aussi. C'est-à-dire? Justement, trop c'est trop.
Oui, trop d'informations, ceci dit, trop d'informations peut tuer l'information. Effectivement, comment est-ce qu'on fait quand même pour rester autonome? Je vois des acquiescements dans le public. Il y a quand même, y compris chez les contres, Baptiste et Vanessa, des arguments qui se tiennent. C'est-à-dire comment est-ce qu'on facilite la responsabilisation, l'autonomie, après, la posture. Je termine par exemple, de chercheurs d'emploi, d'entrepreneurs en devenir, qui, au bout d'un moment, peuvent tomber dans le processus qui consisterait à dire, bah oui, mais enfin ça, on me l'a pas dit, c'était à l'autre de me prévenir. Mais je pense que ça va au-delà de ça, c'est qu'on va pas... à partir du moment où on est sur une structure où il y a plusieurs services qui peuvent aider les personnes à retrouver un travail ou à accomplir leur projet, c'est que, je sais plus ce que je voulais dire. C'est que justement, on va pas les laisser tout seuls. C'est-à-dire qu'on va les amener. Enfin, je suppose, je suis pas dans. Ah ben, on va poser la question à André Rodriguez dans un instant. Je suppose qu'on les aide à aller vers leur projet. C'est-à-dire qu'on va pas leur dire il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Ton métier, ça sera ça, ça sera pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une démarche où on va les aider, les accompagner, essayer de leur donner des outils pour que eux-mêmes trouvent la propre réponse à leurs questions. Donc le fait que tout soit au même endroit va permettre peut-être, encore une fois, d'être plus efficace que d'aller à un point B, à un point C. Et justement, Baptiste, par rapport à ce que tu disais, je vois pas en quoi faciliter ces choses-là. C'est de l'assistanat en fait. C'est simplement, ça peut permettre à une personne d'accéder plus rapidement à son meilleur potentiel, par exemple. C'est un peu comme une personne timide. C'est l'aider, c'est pas l'assister en fait. Enfin, pour moi. Pour la timidité, par exemple, si il y a une personne qui a du mal à prendre la parole et que tu dis bah attends, je vais le faire à ta place à chaque coup, elle restera toujours timide. Alors que si tu la pousses un peu à sortir de ses retranchements et la mettre en difficulté, au bout d'un moment, oui, mais tu la pousses pas dans le ravin. Tu vas lui donner une façon de faire. À elle de se rattraper comme elle peut après aux branches. Il est dur. En gros, tu la pousses dans la fosse au lion et puis. Pour quelle raison on vient vous voir? Qu'est-ce qu'on attend d'un accompagnateur? C'est de ça dont on parle depuis quelques minutes. Alors, pour moi, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que une personne, que ça soit dans un lieu unique ou pas dans un lieu unique, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. On vient vous voir, je rappelle. On vient me voir. Vous êtes président de Cap Réussite. Absolument. Et ce sont des entrepreneurs en devenir qui viennent vous voir ici à Atlantis. Ou simplement qui ont une idée. Okay. Et nous, ce que l'on donne, d'abord, c'est on regarde la personne. Est-ce que la personne, elle est capable d'avoir un projet? Est-ce que la personne n'est pas trop endettée pour aller dans telle et telle voie? Okay. C'est d'abord sur la personne. On s'occupe d'abord de la personne. C'est-à-dire, on vient vous voir pourquoi dans mon entreprise, par exemple, mais encore une fois, c'est quelque chose qui était une tradition. On avait monsieur et madame Candide. C'est-à-dire que tous les directeurs généraux avaient obligation de recevoir donc la personne qui se sentait mal dans l'entreprise et qui voulait monter son entreprise. Donc moi j'en ai suivi des dizaines et des dizaines dans différents pays. Donc on venait nous voir, on disait voilà, moi je me sens pas bien à la machine numéro 2, je voudrais être chauffeur de taxi. Donc le chef d'entreprise qui était là, il lui donnait donc un aperçu de sa personnalité. Est-ce qu'elle va être capable de mener jusqu'au bout donc un projet, première chose. La deuxième chose... Et comment vous faites pour identifier ça? Simplement en ayant un entretien avec la personne. Le monsieur qui est à côté de moi, donc il disait qu'il faut... Olivier, pardon. Olivier disait, à juste raison, qu'il fallait identifier dans l'entreprise. Mais on identifie dans l'entreprise parce que les managers qui sont dans les entreprises, on les éduque pour ça. Enfin, dans le pays, dans les anglo-saxons, on les éduque pour ça. C'est-à-dire avoir une persuasion des gens. C'est-à-dire que si une personne se sent mal dans l'entreprise, elle va s'éloigner des autres. Elle va plus communiquer. Je suis d'accord avec Olivier, elle va s'habiller un peu moins bien, etc., etc. Donc on les repère, donc ces gens-là. Et notre travail, nous, de chef d'entreprise ou de manager, c'est de dire, cette personne-là a un problème, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est peut-être pas un problème lié à l'entreprise, c'est peut-être un problème personnel. Est-ce qu'on peut accompagner tous les projets, Audrey Catherine? Je rappelle que vous êtes coach. Ouais, moi je suis en train de... tout ce qui se dit là, ça me fait penser, je me dis que finalement ce qui est à mon avis le plus important, et ça devrait être fait le plus tôt possible, c'est le développement personnel de la personne, c'est-à-dire qu'elle se connaisse, quoi. Qu'elle sache comment elle fonctionne, quelles sont ses préférences, est-ce que c'est apprendre, est-ce que c'est donc tout à l'heure on disait est-ce que c'est travailler avec des gens, est-ce que c'est d'être seul, je pense que finalement mais ça comment on fait pour l'apprendre? Si on n'a pas de cours, si on n'a pas
de module d'accompagnement. Vous avez suivi un bilan de compétences et ça a bien marché pour vous. Mais c'est pas automatique. Il faudrait revoir un certain nombre de choses, certainement plus tôt, que ça soit pas réservé que aux managers, aux dirigeants, que ça soit étendu plus largement, que peut-être des professeurs soient aussi plus formés au développement personnel, qui puissent accompagner, pas que sur des projets ou sur les différentes orientations possibles, mais voilà, en étant sur plus centré sur la personne elle-même. Et en même temps, accompagner un projet, c'est intéressant, c'est facile parce que du coup, on accompagne un objet extérieur. Mais est-ce que la personne est véritablement faite pour ce projet? C'est pas forcément évident parce que entre qui l'on est, ce qu'on voudrait faire, l'éducation, ce qu'on voudrait, comment on voudrait être, que nos parents, ce qu'ils nous ont, l'éducation, tout ça, on s'y perd un peu, je pense. Moi, je sais que j'ai ressenti ça quand j'étais jeune. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai mis beaucoup de temps. Vous êtes senti un peu en posture de culpabilité même, j'ai l'impression, parfois, de ne pas savoir précisément ce qui vous intéressait. Parce que je trouve qu'on a du mal à savoir qui l'on est, quoi. Jeune, c'est compliqué de se poser ces questions. Donc on dit, qu'est-ce que j'aime, je sais pas trop. Voilà, et je pense que ça partirait de là, quoi. Ça serait... Olivier, et puis Dylan. Non, vous êtes sûr? C'est votre dernier postulat, en effet. Mais je pense qu'il faut se poser des questions basiques au début. Et ça me rappelle la discussion que j'ai avec mes enfants au début. C'est dur, en effet, de savoir quel métier on veut faire. Mais se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut plutôt un métier sédentaire ou nomade? Est-ce qu'on veut un métier de contact ou au contraire, on veut être tout seul dans le bureau? Déjà des petites choses, en fait. Et petit à petit, on avance. Donc ça, c'est quand on est tout jeune. Et après, dans le monde de l'entreprise, je pense qu'il nous appartient à nous, chefs d'entreprise et managers, d'autoriser les parcours. Je prends un exemple, par exemple, chez nous, on embauche beaucoup des techniciens, des commerciaux. Chez vous, c'est chez DefWest. Chez DefWest, oui. Et on a un réflexe, c'est dès qu'on a un besoin de quelqu'un, on fait une annonce en interne. Là, dernièrement, j'embauchais un commercial qui, potentiellement, ça pourrait intéresser en interne. Et j'ouvre à tout le monde, aux 110 collaborateurs. Et puis, j'ai des techniciens qui lèvent la main. 1, 2, 3, je les reçois. Et qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu aimerais aller vers là? Qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Et on a toujours des belles surprises. Et c'est à nous de les accompagner dans le temps aussi pour les former. Et Jim, qui était technicien, vient de rejoindre l'équipe commerciale grâce à ce... Tiens, vous me donnez l'occasion de pousser le bouchon, mais je sais que vous allez me suivre là-dessus. Dans un entretien, il peut y avoir surtout un échange d'intention. Qu'est-ce qui fait que tu as été motivé par ce poste de commercial alors que tu es technicien à la base? Est-ce qu'il est imaginable aussi, dans votre mode de management, de permettre à quelqu'un qui n'aurait pas forcément les arguments en termes de mental, en termes d'intention, de faire un essai? Bien sûr. Tout à fait. Puis il y a parfois la projection. Qu'est-ce que le métier de commercial? C'est tout un imaginaire, un symbole, etc. Et je ne peux pas demander, par exemple, à un jeune technicien de faire un jeu de rôle pour voir s'il est bon commercial ou pas, évidemment. Je vais mettre en situation de confiance et surtout détecter ses capacités à écouter, à aller devant, avoir aussi la force du courage, enfin plein de choses qui font qu'un... Vous mettez les gens en situation de confiance? Alors tiens, je te donne un exemple. J'aime bien, moi, quand je recrute un commercial, faire un jeu de rôle. Mais simple, pour mettre aussi la personne en confiance. Et là, je pose la question à Jim. La dernière fois que tu as vendu quelque chose, c'était quoi? Tout de suite, il m'a dit, tiens, ma voiture le mois dernier. Super. Moi, je joue l'acheteur et lui, il joue le vendeur. Et voilà, c'est des choses très simples qui me mettent en confiance et qui permettent de tester s'il est bon là-dedans et s'il prend du plaisir dans cette relation commerciale. Greg, c'est quand même mieux de mettre de la pression aux gens, non? Que de les mettre en confiance, on est d'accord? La pression? C'est quand même mieux de mettre de la pression aux gens plutôt que de les mettre en confiance. Non, je suis d'accord. De la confiance plus que de la pression. D'accord. Okay. Donc vous voulez pas jouer avec moi en fait, c'est ça? Je vois bien. Rodolphe, on est d'accord que c'est quand même mieux de mettre de la pression aux gens. Bien sûr, un bon coup de pression. Ah d'accord. On change de niveau, on est clairement au-dessus de la personne et on est en position de dominateur. Pour toutes les entreprises qui préfèrent la pression. Big up, appelez-moi. Voilà, appelez-nous. Un petit débat sur on parlait tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'on fait si le projet n'est pas réaliste. Si quelqu'un vient vous voir, un chercheur d'emploi qui veut travailler dans tel ou tel domaine, avant que vous répondiez, André, je propose de réunir le club des pour et le club des contre. Qui dit à la personne, à l'entrepreneur, on est pour, on est contre qui prévient la personne du caractère irréaliste, qui, au contraire, la laisse se débrouiller. Greg et Solène, vous êtes pour le fait de dire à la personne que son projet est irréaliste?
Oui, je préfère, enfin après c'est mon point de vue, moi je préfère dire d'entrée non, c'est pas possible pour ouvrir la possibilité à d'autres alternatives, peut-être plus adaptées et plus à la portée de la personne, plutôt que de la laisser vivre un peu dans le fantasme et d'essayer de conduire un projet qui aboutira pas au final. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas forcément. Après, c'est pas forcément la personne qui peut être en cause. C'est peut-être un contexte, un instant T où le projet n'est pas forcément viable. L'environnement. L'environnement. Il y a peut-être un contexte qui fait que c'est pas viable. Il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. C'est pas seulement la personne, c'est pas forcément son trait de caractère. Après, c'est pas de lui annoncer de but en blanc comme ça. Bah, écoute, ce que tu as prévu, c'est pas possible. Faut que tu fasses autre chose. Il faut avoir un minimum de pédagogie. Voilà. Faut l'amener, et puis son projet. Vraiment. Et puis peut-être que le projet que la personne a qui n'est pas viable aujourd'hui, peut-être peut-être aboutir sur autre chose, sur un projet, sur autre chose, sur une passerelle et autres. Vanessa Baptiste, vous considérez qu'il faut mieux se taire un peu, l'accompagner, mais en l'occurrence avec quelle posture? Moi oui, la laisser tomber en fait d'elle-même, qu'elle se relève. Enfin, je pense que c'est la meilleure des formations. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut des échecs. On en parlait, il faut des échecs pour réussir. Ouais. Et si on lui dit non, c'est pas possible et qu'on lui met tout cuit, on est d'accord, vous l'accompagnez quand même. Si la personne, on l'accompagne et qu'on la laisse chercher, mais en l'accompagnant et qu'elle revient vers nous une semaine après avec une réflexion en disant ah, bah oui, mais je me rends compte que ce n'est pas possible parce que elle aura découvert d'elle-même et ça peut que être formateur. Dylan, vous rejoignez non, c'est une sorte d'hypocrisie un petit peu quand même. On la laisse croire. Non, on la laisse pas croire, on l'accompagne. Il faut se forger de nous-mêmes. Oui, mais après, elle peut venir te voir en te disant ouais, mais qu'est-ce que tu m'as dit en fait? Tu m'as dit c'est de la merde. Tu m'as pas accompagné en fait. Et si jamais cette personne, même vous êtes qui entre guillemets pour juger directement de dire non, c'est pas possible? Si cette personne vous dit non, c'est pas possible et que par exemple elle vous tient tête et qu'elle réussit, elle vous dira. Pourrait vous dire, tu vois, tu voulais pas que je le fasse et j'ai réussi. Donc elle aura pas eu besoin d'accompagnement dans ces cas-là. Elle l'aura fait d'elle-même. Non, vous aurez servi à rien. C'est le nôtre d'accompagnement. On l'aura poussé justement à aller au bout de son ambition. Et puis même, une personne qui a un projet et où on voit où ce projet n'est pas jouable, c'est en discutant avec elle, en développant son projet, en apportant le pour et le contre, que peut-être cette personne-là d'elle-même va se dire alors, mon idée, elle n'est pas mauvaise, mais aujourd'hui, c'est pas le bon timing. Ou la façon dont moi je vois mon projet, c'est pas cette façon-là faut pas comme ça qu'il faut l'aborder. Peut-être qu'il va falloir que je l'aborde plutôt d'une autre façon. Donc du coup, son projet ne sera pas. Donc du coup, son projet ne sera pas avorté, il sera juste peut-être repoussé ou avoir une vision différente, tout simplement. Ah, mais si tu lui dis non, ça dépend des personnes. Je lui dis pas non, je lui dis que le projet de vision c'est pas possible. Si tu lui dis non, en gros. Tu lui dis non, c'est pas possible. Là, donc qu'est-ce que va faire cette personne? Vous parlez avec une espèce d'ascendance sur les personnes, hein, quand vous dites si vous lui dites oui, si vous lui dites non. Oui. Je me suis dit, ça existe. Nous, c'est pas forcément dire oui, c'est Joël juste... Vibert nous donnera son avis tout à l'heure. Ça existe dans l'accompagnement professionnel, mais aussi certainement de l'accompagnement bénévole. Parfois, cette espèce d'ascendance. Je sais ce qui est bon pour vous, ou tout au moins, à défaut de le dire comme ça, j'ai une certaine opinion. Vous allez pouvoir réagir dans une seconde, André, pour nous dire justement quelle posture on touche aux fondamentaux de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on attend de son accompagnateur? Pour moi, par rapport à Audrey, ça, il y a deux grilles de lecture. Il y a la grille de lecture de la personne et la grille de lecture du projet en lui-même, la faisabilité technique, financière, etc. Exactement. Vous êtes coach, je le rappelle. Voilà, et donc dire c'est bien, c'est pas bien, faut que tu y ailles, faut pas que tu y ailles, pour moi c'est pas jouable. Faut amener la personne à vivre son expérience, aller jusqu'au bout de sa réflexion, se questionner. Bonjour madame, je voudrais monter une entreprise dans l'import-export là, parce que j'ai entendu un témoignage d'un monsieur qui s'appelle André Rodriguez. Il a bossé aux quatre coins du monde et je trouve que c'est génial de pouvoir voyager. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pourquoi pas? Il faut questionner, il faut laisser, à mon avis, faut l'accompagner dans sa réflexion pour qu'il se rende compte de lui-même s'il y va, s'il y va pas, et après il y a la faisabilité purement matérielle, technique, enfin voilà, est-ce que c'est un projet qui est viable, mais pour moi c'est dans un second temps, il faut laisser les gens aussi rêver, s'autoriser à aller vers des choses qui sont a priori pas forcément écrites, quoi. Dans pareil scénario, André Rodriguez pour l'association Cap Réussite, donc qui accompagne des entrepreneurs en devenir notamment, le réflexe, ça va souvent être de se poser la question de la faisabilité du projet. On va beaucoup parler du projet et peut-être pas toujours énormément de la personne. Non, alors pas chez vous. Je sais pas le faire ça.
je ne sais pas le faire et c'est pas ma façon de faire non plus. Alors qu'est-ce qui c'est se pas passe? comme ça que j'ai appris. D'accord. Et bien c'est simplement s'il y a une personne qui vient vous voir, donc on est chef d'entreprise, on sait à peu près ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et avant de recevoir l'entrepreneur ou le futur entrepreneur, eh bien on se renseigne. C'est ce que j'ai dit donc en préambule, okay, on se renseigne. On est curieux, on se renseigne avant de le recevoir. Première chose, on voit que la personne n'est pas en adéquation avec le projet ou que le projet ne rentre pas dans un milieu économique. Non, je n'ai pas d'exemple. Donc dans un milieu non, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je dis pas ça. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je vais réunir 4 ou 5 personnes. On appelle ça, dans mon entreprise, on appelle ça monsieur et madame candide, donc des personnes lambda. Et puis cette personne-là donc va pitcher. Elle va dire à ces 4 personnes, voilà, moi mon projet c'est ça. Et les 4 autres personnes qui viennent de 4 horizons différents vont lui poser des questions. On va dire, est-ce que tu penses que ça on peut l'acheter? Est-ce que on peut le vendre? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu peux vivre 18 mois sans avoir de salaire? Etc. etc. Mais moi, en aucun cas, je lui dis ne le fais pas. Et par contre, j'ai vu que la personne n'était pas en adéquation, etc. Mais c'est pas moi, parce que moi je suis pas Dieu. Donc, mais je fais un aéropage d'un certain nombre de gens qui vont lui dire. Et que quand elle va sortir donc de cette réunion-là, elle va dire merci, parce qu'effectivement, moi j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Mais en aucun cas, je porte un jugement. Olivier, avant de vous libérer, parce que vous avez une contrainte, moi je voudrais vous entendre sur le fait que vous accompagnez parfois des collaborateurs sur un registre personnel. J'ai notamment l'exemple d'une personne qui avait le souhait d'effectuer une expédition sportive importante en montagne. En quoi c'est important pour vous, en tant que dirigeant d'entreprise, de l'accompagner sur ce projet personnel? Parce que avant d'être collaborateur, on est être humain. Et un être humain, il est bien dans ses baskets, il est bien dans sa vie. Et s'il est bien dans sa vie, il est bien dans l'entreprise. Et il y a un lien étroit entre les deux. Donc j'adore m'intéresser, me passionner sur les centres d'intérêt, sur les projets qui sont mobilisants. Et là, un jour, Maxime, un jeune technicien qui vient me voir, il fait des trails, il fait du sport de haut niveau quand même. Et puis il me dit, moi mon rêve, c'est de traverser les Pyrénées à pied, avec une tente sur le dos et puis d'y aller un GPS. Waouh, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire et ton projet? Donc je réunis mon Mais ça ne vous regarde pas? Bien sûr que si, ça me regarde. Parce que quand voilà ce que le collaborateur pourrait vous répondre. Mais il ne l'a pas fait. Non, il vient m'en parler, Maxime. Donc, et je vois son œil qui brille, je vois son sourire, je vois sa conviction, je vois son appétence. Et puis il vient me demander quand même s'il peut prendre 4 semaines de congé d'affilée. Et c'est un oui avec un O majuscule. Je lui dis, viens nous raconter ton histoire. Et un jour, au comité de direction, je lui dis, tu viens, tu mets quelques slides, tu nous fais part de ton projet, ta carte, tout ce que tu veux. Et on était tous waouh avec des grands yeux, quoi. Et là, on n'est plus du tout dans le monde de l'entreprise. On est entre êtres humains et quelqu'un qui a cette force et cette joie dans le cœur de relever un défi énorme. Moi, ça me parle en tant que chef d'entreprise, c'est super. Et donc, de quoi tu as besoin, c'est quoi ton investissement? Et puis, tiens, si je peux avoir un GPS, c'est super, banco. Et on le suivait après, je communiquais avec l'ensemble de mes 110 collaborateurs, l'avancée de sa course, où il en est. Et c'était super. C'est un beau projet, donc c'est super nourrissant. Et je ne suis pas en train de dire 4 semaines, ça va être le bordel dans le service. Au contraire. Comment est-ce que vous pouvez rassurer les dirigeants qui vous regardent et qui se disent bon, chez Olivier, ça doit être possible, hein, sans doute que son organisation, les produits qu'il commercialise, je ne sais pas, mais chez moi, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais bien sûr que si. Il faut se faire confiance. Faire confiance à la vie, faire confiance à notre cœur. T'en parlais tout à l'heure, là, écoutez ce qu'on a dans le cœur. Et c'est super important. Et on a beau d'être dans le monde de l'entreprise où il faut du résultat, de la croissance. On écoute son cœur, on est entre collaborateurs, on est là pour progresser, pour échanger. Et ce qu'on vit en dehors de l'entreprise, on le vit aussi dans l'entreprise. Et qu'on arrive à faire le pont entre les deux, c'est... Je vous avais dit qu'il n'était pas comme tout le monde. Olivier Leclerc était... Je vais vous donner un exemple. Comment un seul. Ah, le voilà l'exemple. Non, un seul. Donc, un seul. On me demande d'accompagner donc une entreprise qui s'appelle Up2Use. C'est dans le numérique. Donc on me dit, André, est-ce que tu peux lui donner un coup de main? Donc personne n'en voulait parce que c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau. Et donc personne ne voulait le prendre. Donc je le prends. Et ben voilà comment. Alors maintenant, cette entreprise-là fonctionne très très bien. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais
quand je t'ai accompagné, qu'est-ce que je t'ai donné? Parce que dans le numérique, j'y connais strictement rien, j'ai du mal déjà avec Excel. Donc il m'a dit, mais André, ce que tu m'as donné quelque chose qui est inestimable, la confiance en moi et m'éviter de faire des erreurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'il m'a dit, tu sais André, j'ai suivi un peu ce que tu m'avais dit. Maintenant, quand j'engage des collaborateurs, et il en a 15, maintenant, quand j'engage des collaborateurs, eh bien, je les reçois et je leur dis, vous travaillez pour moi pendant 4 ans, et dans 4 ans, je veux que vous partiez de l'entreprise avec votre projet. Wow. Et 4 ans après, ils partent avec leur projet. Voilà. Merci pour ce joli témoignage. On va pouvoir enchaîner dans une seconde avec une prochaine question dans ce débat, discussion. Peut-être que vous avez envie de réagir vous-même. Je m'adresse notamment au BTS Communication de Piget qui sont avec nous cet après-midi. On va remercier d'abord Olivier Leclerc qui est attendu sur un autre rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez croiser Joël Vibert qui va venir s'installer à votre place et puis qui va prendre part, peut-être avant la conclusion de cette émission, à notre discussion. Merci encore beaucoup à vous. Est-ce que tout le monde peut accompagner, d'après vous? Moi, je voudrais vous entendre les alternants du CFA BTP. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'accompagner, y compris de façon informelle? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Je suis pour ou je suis contre? Greg. Je pense que vous êtes pour, là. Vous êtes dans le club des pour. Est-ce que c'est donné à tout le monde, Solène? À mon avis, ça dépend du caractère de chacun. Moi, je pense que pour accompagner quelqu'un, il faut une sacrée dose d'empathie pour pouvoir... Ça s'achète où, l'empathie? Il y a un magasin d'empathie? Je sais pas, faut aussi Amazon, peut-être. Ouais. Parlez pas d'Amazon à Atlantis le Centre, malheureusement. Le placement produit, c'est fait. On coupera ça, Kevin. Mais non, il faut être capable de prendre le projet ou le caractère de la personne dans l'ensemble. En fait. Vous avez un exemple, vous avez accompagné quelqu'un, André disait tout à l'heure qu'il a réussi à accompagner quelqu'un dans le numérique alors qu'il ne connaît pas grand-chose dans le domaine, mais on lui a répondu que finalement il avait apporté beaucoup de confiance, de bienveillance à cette personne. Moi j'ai une question en fait, est-ce que l'accompagnement, ça se fait systématiquement dans la durée? Est-ce que donner un conseil entre deux portes, c'est pas une forme d'accompagnement? Bien sûr que si. Faut répondre. Non, tout à fait d'accord. Entre deux portes. Ouais. Entre deux portes. C'est possible? Bien sûr, c'est possible. Okay. Ça dépend ce que la personne a besoin. Il ne faut pas aller chercher. Enfin, encore une fois. Approchez-vous, André. Pardon. Encore une fois, c'est moi ce que j'ai appris avec les Canadiens. C'est les Canadiens qui ont inventé le mentorat il y a 25 ans. Donc le mentorat s'inspirer de dirigeants d'entreprise comme les dirigeants que vous accompagnez. Absolument, parce qu'ils avaient des modèles. Bien sûr, ils avaient les deux cultures. Ils sont à la fois anglo-saxons, parce qu'ils sont près de la frontière, et puis ils sont à la fois européens, parce que très inspirés de l'Europe. Baptiste, un conseil entre deux portes, c'est aussi valable qu'un accompagnement dans la durée? Non. Pour moi, alors oui. Vous êtes dans le club des contres. Je suis dans le club des contres. Ouais. Non, mais allez-y. J'avais répondu à le pauvre, il va plus savoir ce qu'il pense à la fin de cette émission. Alors moi, j'ai réussi une question. Je suis désolé, je peux pas trop répondre pour le compte. J'ai pas trop suivi. C'est aussi, est-ce qu'on est obligé d'aller forcément voir un organisme ou quelqu'un de spécialiste pour être accompagné, dans le sens où est-ce qu'un ami proche de nous ne peut pas nous accompagner, même longuement? Jamais. Pas un ami. C'est jamais. C'est tranché comme position là. Jamais. Enfin, jamais. Un ami, de la famille. Le frère, la sœur, jamais. Parce qu'il y a le cœur. Okay. Et quand on voit une personne avec un projet, on doit avoir une vue claire, d'avoir aucun attachement et de voir uniquement si la personne est capable et si c'est faisable. On risque de manquer d'objectivité? On manque d'objectivité. D'accord. Par rapport à ça, la posture du coach, c'est quand même de ne pas donner de conseils, c'est plutôt de laisser justement l'espace au coaché pour qu'il trouve ses propres solutions. C'est bien gentil, mais moi je voudrais à un moment un son de cloche clair. Ouais, mais le conseil, le risque du conseil, c'est qu'on est dans la projection de ce qu'on ferait nous ou ce qu'on pense. Et pour moi, c'est pas viable. Quoi. Je provoque évidemment la coach que je vous vois êtes. Bien, tu m'énerves d'ailleurs. C'est bien, il y a de l'épice. Vous aimez le piment, vous l'avez dit.
une personne qui justement a besoin d'être guidée. Tout à l'heure, on disait il ne faut pas forcément lui donner son avis, il faut la laisser vaquer à son idée, la développer, l'accompagner. C'est votre rôle de coach. Mais il y a des moments où on a besoin de son de cloche, on a besoin de prendre une décision. Si on a toujours quelqu'un qui nous dit c'est une super idée ça. Non, mais il faut se faire confiance. On a tous les ressources pour à un moment donné prendre des décisions, mettre des actions concrètes. C'est comme ça qu'on avance concrètement en passant des étapes dans ses peurs, ses appréhensions. Oui, parce que se faire confiance, ça se décrète pas. Hein. Non, ça se décrète et pas. Et du coup, ne pas donner, entre guillemets, ne pas porter de jugement sur le projet, ça peut être assimilé à tu t'en fous en fait, ou c'est perdu d'avance, t'oses pas me dire que Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas bon une fois de t'entendre dire mais vas-y, fonce, c'est ton projet, mais vas-y. Si, bien sûr que si. C'est ça, je suis un peu provocateur, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit vas-y, fonce, quoi, n'attends plus maintenant. Bien sûr, mais... Pas de famille, pas d'amis, disait André. Qui est contre ce point de vue-là, un petit peu moi aussi, parce que vous allez voir que la personne qui va vouloir vous dévoiler. C'est-à-dire que vous allez vous entretenir avec cette personne et elle va vous montrer peut-être que son bon côté ou se mentir à elle-même parce qu'elle connaît ses défauts et qu'elle ne veut pas vous les avouer pour entendre peut-être un certain son de cloche. On va entendre ce qu'on veut entendre, tu penses? Non, oui, voilà, un petit peu. Alors que si on est avec un ami proche qu'on connaît depuis longtemps, qui connaît nos défauts, il peut nous dire oui, mais attention, là tu te mens à toi-même, je sais que t'es pas comme ça, tu veux te pousser, mais tu sais que tu vas te viander parce que tu te mens à toi-même. On dirait un épisode de Dallas. Tu te mens, Brandon, tu peux pas faire ça. Vous pouvez nous trouver ça, Dallas? Non, j'en ai plein d'autres. Qui pense que les amis, la famille, ça peut aussi donner des bons conseils, des encouragements Ça peut donner un petit coup de boost, je pense. Ouais. Vous avez des exemples peut-être à nous livrer? Moi, Dylan, reprenez le micro. Non, vous étiez très bien avec le micro à la main, je trouve. Vas-y, Dylan, très bien. Non, mais je pense chacun peut apporter à l'autre. Donc là, effectivement, dans le cadre d'une entreprise, peut-être que la famille et les amis sont à exclure, mais le coaching ou l'accompagnement, c'est pas que pour monter une entreprise. Donc l'expérience de chacun, toi par rapport à moi par exemple, ça peut apporter quelque chose. Pourtant on est amis et pour moi un conseil entre deux portes justement a tout à fait sa place de ce point de vue là. À quoi ça ressemblerait? Ce qui est important, c'est qu'au final la décision finale soit prise par la personne concernée, qu'elle soit responsabilisée et actrice au sein de ses propres choix, quoi. Qu'elle vienne picorer, butiner les avis de sa famille et qu'elle ait besoin d'encouragement, bien sûr, mais qu'au final, elle ne fasse pas quelque chose qui lui corresponde pas ou parce qu'on lui a dit vas-y fonce, ou que ça soit vraiment quelque chose qui soit aligné avec qui elle est. On attend souvent beaucoup de choses d'ailleurs de son entourage familial, amical. On voudrait qu'il nous donne des bons conseils, qu'il nous trouve parfois des clients finalement quand on monte sa boîte notamment. Ça vous est arrivé ça d'avoir des besoins peut-être un petit peu surdimensionnés à l'égard de votre entourage en matière d'orientation professionnelle? Qui veut réagir? Ne me regarde pas comme ça, David. C'est-à-dire je sais pas, est-ce que dans des périodes où vous êtes cherché, c'était un petit peu votre cas d'ailleurs, Greg, vous êtes cherché, vous avez commencé par un BTS force de vente, vous avez fait l'armée, vous avez travaillé un peu à la chaîne au début de votre parcours. On peut dire que vous êtes cherché ou une partie de votre parcours? On se cherche toujours un peu, de toute façon, je pense que toute notre vie on se cherche. Maintenant c'est des envies qui font qu'on peut changer de travail. C'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné on est dans une situation où on se dit ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je me vois encore dans ce métier-là dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? Et puis si la réponse c'est non, faut aller voir ailleurs. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, donc à un moment donné quand on n'est plus à sa place dans un endroit, il faut aller voir ailleurs et puis se renseigner, discuter, rencontrer les gens et puis... Pour revenir à ce qu'on disait juste avant, est-ce que vous avez déjà eu des attentes un petit peu importantes, voire démesurées à l'égard de vos amis, votre famille, pour qu'ils vous soutiennent, pour que peut-être même parfois ils vous trouvent en partie des solutions? Non, parce que je pense que je suis un peu comme tout le monde, c'est après, c'est par moi-même que je me suis forgé par moi-même. Donc après, c'est les expériences qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui, mais je n'ai jamais rien attendu de qui que ce soit en fait. Après, j'ai toujours posé la question en discutant avec mon entourage, je vais faire ça, je vais être plombier chauffagiste, je vais faire là-dedans. Et personne ne m'a regardé avec des grands yeux, mais attends, mais tu étais commercial, t'as jamais rien fait que tes doigts, qu'est-ce que...
Bon, finalement. Personne ne vous a dit ça? Non. Il le pensait très fort pourtant. Et si on vous avait dit ça? C'est possible. Et si on vous avait dit ça, ça plombe un peu, ça quand même. Ça plombe ou ça motive? Ça motive justement pour dire, ça rejoint un peu le fait où on se dit, mais tu es qui pour me dire de ne pas faire ce projet-là ou de le faire? Après, il y a une façon de l'amener, je pense aussi. Mais... Non, t'étais pour. T'étais pour ne pas dire de ne pas le faire. Si, faut le dire. Je comprends plus rien là du coup. Non plus, j'ai schizo moi. Après avoir 10 000 conseils, c'est aussi une bonne façon de plus savoir ce qu'on veut faire. Donc il ne faut pas avoir trop de conseils. De prendre des conseils auprès de sa famille un peu pour venir étayer ou pour se rassurer, pour se donner l'énergie mais être que là-dedans, le risque c'est qu'on se perde nous à plus savoir ce qu'on veut véritablement faire, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. On parle de choix, ça tombe bien, voici la question Goldman. Extrait, je ne sais pas si vous avez entendu, tiens on va la remettre peut-être. Il est connu ce... Des vies où on aura eu si peu à choisir, c'est un extrait de la chanson Des vies qui émet l'hypothèse que finalement on n'a pas tant de choix que cela parce qu'on subit un petit peu le regard des autres, notamment de notre entourage, notamment familial. Alors comment est-ce qu'on s'émancipe? J'ai envie de vous poser la question d'abord à vous Audrey, puis je voudrais avoir J'aurais voulu simplement finir avant le jingle. Une chose, c'est un peu... Moi je suis sportif, je suis karatéka. Et bon, je me suis occupé d'une école pendant quelques temps. C'est pour ça que vous restez à côté de l'île Pacifique. Et le problème qu'il y a, c'est que personne, les enfants, quand ils arrivent, on voit tout de suite ceux qui vont gagner, ceux qui vont moins, et ceux qui vont pêcher. On le voit à distance, ça. Tout de suite. Donc ça se voit tout de suite. Et après, il y a des parents, quand ils commencent à faire de la compétition, tous les parents viennent nous voir en disant « mais comment ça se fait, le mien il n'a pas gagné, etc. » Mais il y a des gens qui gagnent, et puis il y en a qui ne gagnent pas. On ne peut pas faire avec un cheval de labour, donc un pur sang. Et tous les parents croient que leur enfant, c'est un pur... Oui, je suis désolé, mais je parle comme ça. Et tous les parents croient que leur enfant... c'est le meilleur de la Terre. Ah, c'est bien, j'aime bien quand ça réagit dans le public. Baptiste, vous allez prendre ce micro et vous allez le proposer à madame après que vous soyez exprimé. On a tous des ressources cachées quand même. Installez-vous madame. Alors attendez, juste Baptiste va réagir et puis on va vous donner la parole. Moi j'ai une question aussi, c'est quand on se fait accompagner, par exemple, tout à l'heure on disait du profil d'Audrey qui aime pas trop les contraintes, est-ce que être accompagné par quelqu'un ou plusieurs personnes, ça peut être une contrainte? J'ai pas bien entendu la fin de... Est-ce que être accompagné par une personne ou par plusieurs, on peut ressentir ça comme une contrainte quand on aime la liberté et on aime découvrir de nous-mêmes? Oui, non, mais alors l'accompagnement, direct je te dis, il faut que ça vienne de toi. Enfin, c'est toi qui choisis d'être accompagné. Jamais on va accompagner quelqu'un qui n'a pas envie d'être accompagné. En tout cas pour un coach. En tout cas pour un coach. Parce qu'il y a des circonstances, voilà. notamment dans l'accompagnement à l'emploi, où pour un on ne coach, choisit pas toujours. Voilà. Ouais. D'accord. Madame, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir à ce qui a été dit par rapport au cheval de course. Oui. Parce que c'est très gênant, notamment ce genre d'attitude, on peut l'avoir vis-à-vis d'enfants dans les écoles. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et les les maîtres d'école qui ont ce genre d'attitude influencent leur comportement, ont un comportement différent vis-à-vis des enfants, et ça va influencer ensuite la réussite ou pas de l'enfant. C'est là, on stigmatise en quelque sorte. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'on va enfermer, on va l'étiqueter, et finalement, on ne va pas lui donner ses chances. Ça, c'est une chose. La sélection naturelle. Je voulais réagir à ça. Approchez bien le micro, voilà. J'ai un peu émue. Mais c'est normal en tout cas. J'avais pas décidé de réagir, mais là, ça me met un peu hors de moi. En tout cas, merci, ça sert à ça ce débat justement. Ensuite, tout à l'heure, vous parliez de conseils et d'accompagnement. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre conseil et accompagnement? Il y a le conseil entre deux portes, pourquoi pas, l'accompagnement. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est la différence entre les deux. Alors, c'est quoi la différence entre conseil entre deux portes, c'est ça, et l'accompagnement, pour le coup, un petit peu plus dans la durée? Qui veut réagir? D'abord, peut-être les alternants, si vous avez un point de vue sur le sujet. Sinon... moi, je pense que conseil et accompagnement sont intimement liés. L'un va avec l'autre. Pour ma part, après,
je sais pas comment dire, ouais. Alors, vous savez quoi, on va écouter notre grand témoin Joël Vibert qui est, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci David. Éducateur spécialisé de formation, vous avez exercé quelques années. Il y a bien longtemps. Et puis ensuite, vous avez consacré une grande partie de votre carrière professionnelle à l'accompagnement à l'emploi de jeunes en recherche d'emploi, de jeunes en quête d'entrepreneuriat également. Oui. Et puis des chercheurs d'emploi de longue durée, également de détenus en milieu carcéral. C'est vrai quand on utilise le terme accompagnement, l'accompagnement n'est pas le même en fonction des individus du micro. Et du type de besoin qu'ont ces individus. C'est vrai qu'accompagner un détenu, c'est pas la même chose que d'accompagner un enfant dans le cadre de sa scolarité. Les besoins sont totalement différents et les postures vont être différentes aussi. C'est pour ça que les débats que nous avons eus là, ils sont très complexes en réalité. Par contre, il y a des fondamentaux dans l'accompagnement. Pour répondre à la question, l'accompagnement et le conseil, c'est la même chose. Eh bien, moi, je dirais que non. C'est une question, hein. Moi, je dirais que non. L'accompagnement s'effectue, enfin, à mon sens, il s'effectue dans le temps. Parce que les accompagnés, ils ont des questions, ils se posent des questions, ils ont des besoins. Et pour répondre à ces besoins, ce n'est pas effectivement à l'accompagnateur de lui donner, mais de lui faire vivre, de lui faire voir, de lui faire rencontrer, de l'enrichir et de lui laisser faire ses choix. J'ai entendu Audrey s'exprimer, je buvais du petit lait, là, c'était super. Tout ça pour dire que l'accompagnement, oui, c'est complexe. Et puis tout le monde parle d'accompagnement. On accompagne en début de vie, à l'accouchement, puis il y a l'accompagnement à la fin de vie aussi. Et puis entre les deux, il y a toutes sortes d'accompagnement. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'accompagnement. Mais tout le monde accompagne. On a l'impression que c'est un peu tout le monde accompagne. Alors, on est à la fois, on peut être accompagnateur, comme on peut être accompagné. Vous êtes tous accompagnés par votre médecin, j'espère, hein, ou vous êtes tous en bonne santé, j'espère pour vous. Mais toujours est-il qu'on est des fois dans des postures différentes. Maintenant, j'ai entendu des termes qui m'ont beaucoup plu tout au long de ces rencontres, de ces débats, qui résument en fait ce que sont les fondamentaux de l'accompagnement. J'ai entendu Olivier parler d'écoute, j'ai entendu Audrey rajouter l'écoute active. Alors ça, c'est des termes de techniciens, hein, de coach, etc. Tout ça pour dire... Le grand public n'utilise pas tellement le terme d'écoute active. Pour résumer tout simplement, c'est-à-dire que lorsqu'on est en posture d'accompagnateur, eh bien, effectivement, il faut bien prendre le temps. C'est pour ça qu'il faut du temps. Alors, l'accompagnement dans un couloir, on donne un conseil. Excusez-moi l'expression, mais c'est de la connerie. Hein. Il a sa place quand même, non? Et il a sa place. C'est-à-dire que pour la personne, pour l'accompagner, il va prendre, mais qu'est-ce qu'il va en faire, lui, l'accompagnateur, derrière? S'il ne revient pas systématiquement sur ce qu'il a donné et ce que la personne en fait, ça ne donnera rien. Hein? L'accompagnateur, il doit sans arrêt renvoyer la personne à où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle veut faire. C'est un révélateur, en fait, voilà, l'accompagnateur. C'est un révélateur. C'est qui va permettre de révéler un certain nombre de choses, de talents, plutôt orientés positifs, hein, puisqu'on est vraiment orienté solution vers le futur. On n'est pas du tout dans la recherche de ce qui s'est passé, voilà. Donc c'est un révélateur qui va permettre à la personne de se révéler, de s'épanouir, Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous, madame. On peut pas... c'est compliqué de dire, catégoriser, cataloguer des gens en disant il y a les winners et puis il y a les losers, quoi. Pour moi, c'est... C'est toute la question du rôle de neutralité de l'accompagnateur. Voilà, c'est-à-dire que... Oui. Simplement, en plus de ce que l'on fait, on va dans les écoles, parce que c'est dans les écoles que ça se passe. Et moi je travaille avec EPA, Entreprendre pour apprendre, et on crée donc des unités de production dans les écoles, et on fait ça au niveau national. Donc, quel effet ça a sur les enseignants, ça, justement, d'aller dans une autre matière finalement, qui n'enseigne pas moi, l'entrepreneuriat? Je vous donne l'avis de... Là, j'en accompagne une école, c'est l'école Essex. J'en ai accompagné 3. Et donc, les 3 écoles que j'ai eu le bonheur d'accompagner, ce sont des jeunes de 17 et 18 ans, sur Saint-Nazaire. Ils ont fini 2e et 3e au niveau national, au niveau régional, sur 43 écoles. Et les enseignants sont très preneurs. Parce qu'ils enseignent, et moi j'enseigne pas, parce que je ne sais pas le faire, mais par contre on donne à l'enseignant l'aperçu de l'entreprise, comment ça fonctionne une entreprise, avec les gens, avec les moyens, avec les codes, etc. etc. Donc là aussi c'est très très enrichissant, c'est ce que nous on fait. Baptiste, et puis ensuite on lance un dernier mini-débat pour
s'approcher de la fin de cette Je émission. suis d'accord qu'il ne faut pas stigmatiser, mais on ne peut pas non plus faire croire à quelqu'un qui est moins bon qu'un autre que c'est le winner. Disons, mais ça sert à rien de pousser quelqu'un dans une porte où c'est pas son avenir. Bah non, il faut l'encourager aussi. L'encourager dans une autre voie, le pousser vers une autre voie où il pourra, excéder. On peut toujours être surpris, on a toujours des ressources insoupçonnées. Ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Oui, un exemple peut-être d'un parcours peut-être que vous auriez accompagné, une situation. Ça sert à rien de faire croire à une gazelle qu'elle pourra manger un lion. Comment Moi j'aurais voulu. Des faits, rien que des faits. Okay. Moi je vais vous donner. André, puis ensuite Madame dans le public. André d'abord. Moi je suis guitariste. J'aurais voulu être sur une scène. Et oui, j'aurais voulu être un artiste. Tout à fait. C'est vrai. J'ai eu la chance de les côtoyer, etc. J'aurais voulu être un artiste. Je suis guitariste, je suis pas trop mauvais, mais je suis jamais. Je suis jamais. Comment s'appelle, un grand champion. Vous êtes quand même autorisé à faire de la guitare. D'accord, mais moi je me suis dit à un moment donné, je lui dis que tu t'appelleras jamais Clapton, donc change de voix. Mais vous changez de voix. Vous êtes déjà chef d'orchestre, c'est pas mal. C'est pas la même chose. Pardon, excusez-moi. Ça c'est autre chose, c'est connaître ses limites. C'est pas la même chose, c'est savoir qui l'on est. Ah, ça m'inspire quelque chose. Olivier a dit tout à l'heure, on est Olivier Leclerc, dans notre entreprise chez Def West, on est plus intéressé par le comment finalement que par le combien, et même, moi je l'ai ajouté derrière lui, mais par le pourquoi, c'est-à-dire les valeurs, parce que finalement des valeurs ça se décrète un peu. Moi je veux être performant, je veux être. Ce qui est important pour moi, c'est d'être, je sais pas moi, d'être. Qu'est-ce qui peut être important de faire d'ailleurs En tout cas, on peut avoir plein de choses, plein de valeurs comme ça ancrées, alors que la façon de mener justement à bien le projet va compter davantage. Et le rôle du coach, c'est peut-être justement au cours de l'accompagnement, d'identifier cette fois-ci un objectif qui est être plus réalisable que celui avec lequel la personne venait au départ. Bien sûr, il faut partir d'objectifs réalisables qu'on appelle des objectifs SMART, c'est-à-dire qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables et réalisables dans le temps. La théorie du petit pas. Voilà, et puis c'est pas une baguette magique. C'est voilà, qu'est-ce que tu fais demain pour t'approcher de ton objectif, et ainsi de suite. Et c'est des petits pas après petits pas. Madame voulait réagir tout à l'heure. C'est ce que je voulais dire. Ça, vous m'entendez là ? On vous entend. Si ne bougez pas, on va se débrouiller avec le son. Oui, on va reparler d'animaux, donc on parlait de gazelle tout de suite. Donc effectivement, il ne s'agit pas de faire croire à quelqu'un qui va être une gazelle ou qui va être un winner. Bien sûr que non. D'abord, il ne s'agit pas de faire croire à qui que ce soit, il s'agit d'amener la personne à ce qu'elle se rende compte par elle-même. Moi, j'ai accompagné des gens et je leur faisais faire des enquêtes métiers aussi. Et c'est à travers les enquêtes et la rencontre de professionnels qu'ils se rendaient compte. Vous êtes accompagnatrice professionnellement ? Alors, j'ai été. Et j'ai été également bénévole dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage. Et j'ai accompagné des chercheurs d'emploi. Mais de manière en binôme. Alors ça, c'est pour répondre tout à l'heure, vous parliez d'ascendance. Oui, mais quelle ascendance je peux avoir ? Moi, je vais avoir une ascendance. Eh bien, nous accompagnons des gens en binôme. Et ça, c'est important parce qu'on est deux avec une autre personne. Et nous sommes trois. Donc, dans la relation, et c'est très important parce qu'il n'y en a pas un qui détient la vérité. Et ça peut justement permettre cette fameuse relation duel avec un supérieur et un inférieur et un qui se remet complètement à l'autre. Joël Vibert, vous avez la question de l'ascendance, vous l'avez l'ascendance sur les personnes accompagnées, vous l'avez rencontré tout au long de votre parcours, vous l'avez observé. Alors pas chez vous parce que vous êtes un homme parfait, mais chez beaucoup de vos collègues. Mais c'est toujours un équilibre difficile dans un rapport d'accompagnateur-accompagné. Mais toujours est-il que la posture à avoir, c'est celle d'un équilibre le plus parfait possible. C'est-à-dire qu'il faut se respecter et il faut surtout arriver dans un rapport d'équité. C'est très dur d'être accompagné, mais c'est encore plus dur d'être accompagnateur. En réalité, c'est plus dur d'être accompagnateur parce qu'on doit pouvoir puiser ce que donnent les personnes d'elles-mêmes, de ce qu'elles nous disent ou de ce qu'elles nous montrent. Parce que
l'expression non verbale est aussi importante que l'expression verbale. Je pourrais donner des exemples à ce niveau-là. Allez-y. Un exemple ? Allez-y, un exemple. Je me suis occupé d'un jeune il y a 6 ans maintenant. Ce jeune-là était un jeune d'origine tchétchène, nationalité tchétchène, avec un statut de réfugié politique. Il est arrivé très jeune en France, 14 ans. Il a réussi à obtenir un bac pro, ce qui n'est pas rien pour quelqu'un qui ne maîtrisait pas notre langue. Arrivé avec son bac en main, un bac génie des procédés. Personne n'en voulait. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile de s'appeler islam à notre époque, avec ce que l'on vit. Dans les contextes sociaux, politiques et culturels, religieux que nous vivons à l'heure actuelle. Et il se faisait rejeter systématiquement dans les candidatures qu'il envoyait aux entreprises. Et on ne réussissait à lui trouver que des petits boulots, du style, vous savez, les gens qui ramassent les caddies là, à l'extérieur des centres commerciaux, etc. Et lui vivait ça très mal. Et il avait une particularité, ce jeune homme, c'est qu'il ne s'exprimait pas. C'était un gars d'Europe de l'Est. Vous savez que les gens de l'Est, ils s'expriment très peu. Ils ne sont pas comme nous, les Latins, on parle. Des fois, on s'y perd à parler comme on le fait. Enfin, toujours est-il qu'il s'exprimait peu. Je vous rassure, on rendra l'antenne à un moment ou à un autre. Et il a fallu passer par des observations de communication non verbale. Et entre autres, c'est quelqu'un qui faisait énormément de sport, qui faisait du culturisme, qui s'exprimait très bien. Et je lui ai fait faire, on peut dire oui, des enquêtes métiers. Je lui ai fait rencontrer toutes sortes d'entreprises. Parce que pour être un bon accompagnateur en matière d'insertion professionnelle, il faut connaître les entreprises. Si on ne connaît pas les entreprises, si on ne s'appuie pas sur elles, on n'est rien. On a besoin de cet ingrédient minimum. Et j'ai eu l'avantage d'avoir ces réseaux. Et je lui ai fait rencontrer des tas de... Alors pas que des entreprises, j'avais aussi des CFA. Et entre autres, en ce qui concerne ce jeune homme, je lui ai fait rencontrer un CFA, le CFA de Paimpœuf, du lycée Chassagne, qui a toujours une section de monteurs de réseau aérien souterrain. Et comme ça, il a pu rencontrer un grand groupe. On parlait de GRDF, mais il y a un autre groupe en électricité qui s'appelle l'INEO Réseau Ouest, qui s'occupe de la distribution d'électricité. Et ils l'ont regardé. Ils l'ont regardé, ce gars-là, avec son nom, avec tout ce bagage culturel qu'il avait, et ils l'ont pris, regarde les qualités qu'il avait. C'est-à-dire c'est un gars qui n'avait pas peur de travailler dans des conditions difficiles. C'est monteur de réseau aérien souterrain, je vous assure que c'est pas simple. C'est très dur. Il avait un très bon relationnel. C'est quelqu'un qui faisait du sport, Ce que vous dites, on revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure Olivier. Mettons les personnes en situation. Vous dites deux choses. Observons les personnes autrement que par le mental. Et multiplier les rencontres, multiplier les opportunités de faire en sorte que les gens se retrouvent. Vous savez, c'est comme l'amour, les rencontres en termes d'insertion professionnelle. On se plaît, on se plaît pas. Tout à l'heure, j'entendais des recruteurs dire, Olivier, qui disait moi, le savoir-être, c'est vachement important. Moi, je ne recrute pas dans mon entreprise des gens qui ne correspondent pas à mes valeurs, aux valeurs de mon entreprise. Il faut que cette rencontre ait lieu. Et ça, ce n'est pas l'accompagnateur qui le décide. Ce sont les rencontres, ce sont les opportunités. Et toute la difficulté, comme je disais, en fait, c'est plus dur d'être accompagnateur qu'accompagner, je peux vous rassurer les jeunes. On en chie aussi dans notre boulot, parce qu'il faut qu'on vous aide à trouver ces ressources, ces lieux, et il faut que vous soyez curieux, il faut que vous posiez des questions pour nous engager, nous, à aller frapper aux portes, pour vous permettre, vous, de les ouvrir et d'en faire quelque chose. Montrez votre intention personnelle, c'est votre message. Le jeune homme en question a été embauché par la suite. Ah oui, la fin de l'histoire. Voilà, par la fin de l'histoire quand même. Oui. Il a obtenu brillamment son diplôme suite à un contrat d'apprentissage, et il a tellement bien réussi que maintenant, au bout d'à peine 5 ans de parcours, 2 ans de parcours et puis sa fin de qualification, il est maintenant responsable d'un site. Et il gagne extrêmement bien sa vie, alors que personne n'en voulait. C'est une belle histoire. C'était un ramasseur de chariots. C'est une très très belle histoire. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va peut-être terminer cette discussion avec un mini débat. Est-ce qu'il vaut mieux pas être seul que mal accompagné parfois? Allez, on met les pieds dans le plat. Qui est pour, qui est contre? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Qui joue les pour? J'ai le droit de démarrer? Ah bah allez-y. Alors, attention, il ne faut pas rebuter le camp d'en face. D'accord. Alors,
je vais jouer au Normand là. Il y a un dicton qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Vous le connaissez tous celui-là. En réalité, on n'est pas tous égaux. Et on n'est pas tous égaux au cours de notre vie. Au cours de notre vie, on traverse des périodes, et des périodes de crise. J'entendais tout à l'heure, on était mal là. Et c'est là qu'on a besoin d'être accompagné, d'accord? Mais on n'a pas besoin d'être accompagné sans arrêt. Et c'est là que se pose la question du temps. Hein, et l'accompagnement, ça ne se décrète pas. C'est à l'accompagné de décider de l'accompagnement. Voilà. Alors pour ou contre, qui trouve qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné? Qui joue le pour? Baptiste? Ah, vous êtes pour cette fois-ci, vous? D'accord, ok, c'est bien. Allez-y, allez-y. Ouais, je prends les camps que tu me donnes, David. Après, je suis bien. Alors le pour. Non, bah, je suis pour, mieux vaut être seul que mal accompagné. Comme on dit, si on est accompagné par une personne qui est mal intentionnée, ou qui va pas nous guider dans la bonne voie, ou qui va, entre guillemets, trop nous accompagner dans le sens où trop donner son avis, nous dire fais ça au lieu de dire. Et on revient sur la projection dont on parlait tout à l'heure. Il n'aime pas l'assistana, hein, ça c'est sûr. Non, je déteste l'assistana. Mais tu as complètement raison. Voilà, donc je préfère quelqu'un qui, bah, comme on dit, qui va se débrouiller toute seule et qui prendra peut-être un peu moins de temps dans son propre accompagnement à trouver les bonnes solutions, parce que justement elle va se retrouver beaucoup de fois dans une situation de difficulté, mais au moins elle s'en sortira plutôt qu'être guidée dans la mauvaise voie très rapidement parce que quelqu'un l'accompagnait mal. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Qui est contre cette idée-là? Il vaut mieux être accompagné. Qui peut jouer ce rôle-là? Non, personne? Il n'y aura pas d'argument? Il vaut mieux être absolument accompagné. Dans une émission dont le thème c'est... Il vaut mieux être accompagné quand on a envie de voir se passer des changements positifs et puis que dans notre vie et qu'on tourne en rond, il vaut mieux être accompagné. Mais sinon, on peut se faire confiance pour plein d'autres choses. On peut donc s'auto-accompagner? Bah, bien sûr. Ouais. Vanessa, à condition de s'auto-observer et d'être... Et de s'auto-satisfaire. Oui, aussi. Alors. Ça dépend des personnes. Hein. Certaines personnes vont avoir besoin d'être accompagnées et pas d'autres. Ça dépend évidemment. Et puis comme le disait Audrey tout à l'heure, ça vient de l'accompagner, enfin ça vient de la personne qui se dit que là pour faire ça j'ai besoin d'aide et il faut que je sois accompagnée. C'est pas... Quand on a fait le tour de toutes nos solutions seules, c'est-à-dire et puis que ces solutions ne nous conviennent toujours pas, c'est peut-être le moment où il faut déclencher un accompagnement. C'est vrai que l'accompagner, pour ma part, a le droit de changer d'accompagnateur. Toutes les personnalités... Y compris en mission locale, y compris en mission locale. Oui, enfin, le problème c'est que les règles sont... Normalement, on peut le demander. Normalement, on peut le demander. Si les gens qui sont face de vous, ces professionnels accompagnateurs, sont honnêtes dans leur métier, ils doivent accepter de honnête et détaché aussi. Mais honnête et détaché. Honnête et détaché, mais je renverrai l'ascenseur dans l'autre sens également. Moi, j'ai animé des équipes dans lesquelles travaillait David. Bon, l'objectif, c'était pas forcément de parler de ça, mais voilà. Où je donnais la possibilité aux accompagnateurs de changer, de s'autoriser, de dire cette personne-là, non, j'ai du mal, je ne peux pas parce qu'elle ne me correspond pas. On a une personnalité où on va se friter rapidement. Je demande à passer un relais auprès d'un autre collègue accompagnateur. Et c'est très bon pour tout le monde. C'est très bon pour tout le monde. Il faut s'autoriser. Voilà, c'est une rencontre avant tout. C'est quand on parlait de l'amour tout à l'heure, mais il n'y a pas que d'amour. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'affectivité. Là, je suis d'accord avec ce que disait André tout à l'heure, mais il faut rester neutre. Mais quelque part, il peut y avoir de l'affectivité, mais pas de partialité. Voilà. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Je dirais qu'il faut trouver le bon accompagnateur lorsqu'on veut être accompagné. Maxime, il vous reste quand même quelque chose à dire. Après, je sais que pour ma part, je fais de l'accompagnement, moi, mais dans le sport, et c'est vrai que parfois on ressent qu'on ne correspond pas forcément... Attention à ce que tu vas dire. Attention, il y a un caractère. Non, moi ça m'inquiète pas parce que la folie des gardiens est implacable. Vous êtes dans le hand. C'est ça. Et du coup, je sais que j'ai accompagné plus d'un gardien, j'en ai accompagné énormément. Des gardiens pro, en l'occurrence. Des gardiens pro, oui. Des gardiens professionnels, oui. Alors, professionnels, non, pas encore, mais ça viendra peut-être un jour. Oui, voilà, des espoirs, quoi. Et voilà, des espoirs. On vient de recevoir un message, là, il y a une grosse signature en cours. Non. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un gardien en particulier, je pense à ce jeune qui a complètement lâché parce qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir
notre façon de faire, celle qu'on m'a enseignée, ne passait pas. Et du coup, obligé d'avoir une discussion en lui disant je suis désolé, on arrêtera là parce que ce que j'essaye de te transmettre ou les messages que j'essaye de te faire passer ne rentrent pas et tu ne veux soit pas nous écouter ou soit tu ne comprends pas et du coup faut qu'on arrête parce qu'on ne peut pas se comprendre ni... Je trouve que vous êtes la personne idéale. Gardez le micro si vous voulez bien, Maxime, pour conclure ce débat. Avant le dernier mot du préfet, du grand témoin du jour. Est-ce que vous leur enseignez, parler d'auto-accompagnement, le conditionnement mental à vos gardiens de but en hand pour que justement ils puissent se concentrer sur quelque chose d'extrêmement positif? Ça, c'est le genre de technique qu'utilisent beaucoup les coachs sportifs. Alors moi, je n'ai aucune formation de coach, faut le savoir. Donc en fait, on se focalise beaucoup sur la technique mais il y a une grande partie psychologique où il faut savoir, rien que sur un quart de seconde, dès que le geste de l'adversaire s'effectue, il faut savoir déjà quoi faire. Et du coup, c'est savoir mettre la personne en confiance, car plus elle aura confiance et plus elle aura, en gros, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, c'est l'ascendant psychologique sur le tireur, en fait. C'est là où ses réflexes... Même dans ces instants extrêmement rapides. C'est des instants, ça dure... en gros, on a exactement une demi-seconde pour avoir réfléchi de où va aller la balle, à quelle vitesse et quel geste utiliser. Donc ça va très vite. Et en gros, le temps de lever le bras et de le rabaisser. C'est ça. Donc là, actuellement, on est sur au niveau à laquelle je joue, on est sur des tirs qui vont entre 60 et 80 km/h. Sur les professionnels, c'est 110, 120 et pour les plus puissants d'entre eux, c'est 130. Donc la répétition du geste, évidemment. C'est ça, la répétition du geste et puis c'est vraiment... Pour pouvoir se poser les bonnes questions en un minimum de temps et faire les bons choix parce que finalement, être accompagné, c'est d'abord une affaire de choix. C'est ça. Et on aura bouclé la boucle. C'est un total. Et on aura bouclé la boucle. Joël Vibert pour la conclusion de cette émission. C'est ambitieux de conclure. Moi j'ai entendu de belles choses. En fait, tout a été dit. Mais je vais retenir des termes qui m'ont... En 2 minutes, en 2 minutes, les termes les plus marquants. Très rapidement. C'est vrai que l'écoute, c'est hyper important pour l'accompagnateur. Enfin, ce principe, cette posture. Il y a des notions également d'équité dans les rapports. Je pense que le rapport accompagnateur-accompagné il doit être équilibré. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. C'est pour ça que c'est très difficile d'entendre les témoignages des responsables d'entreprise, parce qu'il y a quand même un rapport hiérarchique qui est là, même s'il est bienveillant, mais il est malgré tout là. Donc, est-ce que la personne est entière lorsqu'elle se confie à son chef d'entreprise? Moi, je mettrais des petits bémols quand même, des tout petits bémols. Tout dépend du chef d'entreprise. On est d'accord, André. Donc, ça doit être une relation équilibrée. C'est-à-dire qu'on doit se reconnaître l'un et l'autre, chacun dans son rôle, chacun dans ses attentes. Et je vous ai dit, les alternants, c'est vachement dur d'être accompagnateur, je peux vous le dire. J'ai fait ma carrière là-dedans. C'est épuisant. Et puis, les deux, l'accompagnateur comme l'accompagné, doivent être curieux. Dans tout ce que peut proposer l'accompagnateur, proposer, ça veut dire faire voir. Eh bien, il faut que l'accompagné joue le jeu de le faire. Parce que le temps, il est là, et le temps, c'est de l'argent. Et dans chacune de nos organisations, eh ben, on est pressé par ce temps. Je peux vous assurer qu'être accompagnateur aujourd'hui, c'est pratiquement des situations qui sont quasiment infaisables. Je pense aux collègues de Pôle emploi, aux missions locales, aux PLI, qui travaillent avec des 150 personnes par l'insertion sociale et professionnelle. C'est 150 personnes par accompagnateur, vous imaginez? C'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut réellement parler d'accompagnement de qualité quand on accompagne autant de Non, il n'est pas qualitatif. C'est vrai que les pays anglo-saxons là-dessus l'ont bien compris, c'est-à-dire que les systèmes sont nettement plus draconiens, c'est-à-dire l'accompagnement est nettement plus serré, les droits d'ailleurs acédiques, etc. sont nettement plus serrés aussi, mais attention, ce sont des vrais accompagnements qui sont proposés, avec des 30-40 personnes au lieu de 150. Donc comparons le comparable. Donc ce n'est pas les accompagnateurs qui sont mauvais, ce sont souvent nos systèmes qui ne sont pas adaptés aux besoins des accompagnés. Adaptons les systèmes, soyez curieux de part et d'autre. Voilà en tout cas quelques-unes
des préconisations de notre grand témoin. Merci beaucoup, merci à nos 3 invités et notre grand témoin. Merci Olivier Leclerc qui est déjà parti, André Rodriguez, Audrey Catherine, Joël Vibert. Merci aux alternants, bien sûr, Réseau Gaz du CFA BTP, Carole Robard, Yvan Monfac qui nous ont permis de les rencontrer, de faire cette jolie rencontre. Merci à Kevin Roland, Yves Rival, Del Le Breton aux caméras. Merci à Ludovic Leray et son équipe d'Atlantis, Olivier Josse, Céline Dodin pour la ville de Saint-Herblain. Merci Rodolphe Collet. Avec plaisir David. À très vite au 20 avril. Faites quoi le 20 avril? On fait une autre émission. Ça serait pas mal. Encore une belle émission. Ça veut dire quoi? Expérimenter. Réponse le 20 avril avec les étudiants du CFA Esthétique et Coiffure. Rendez-vous en octobre avec vous, avec les BTS Communication de l'école Pigier sur une thématique autour de l'ego et l'égalité en entreprise. On va se régaler à l'occasion de ce sujet une nouvelle fois. Et puis d'ici là, bien méditez, si vous voulez bien, ce proverbe libyen: accompagne les gens heureux, tu deviendras l'un d'eux. Voilà, vous me ferez 4 heures. Merci, à très bientôt dans Réussir. Salut.